Sur cette seconde table ronde aujourd'hui au Vivatech 2021. Je suis Paul Cavan, manager du pôle talent toujours au hub de BPI France. Mon rôle est d'accompagner principalement les participations BPI dans leurs problématiques de recrutement, aussi dans leur de profil C-Level, Head-Off en particulier. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Pierre Tripitelli. Pierre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Paul, ravi d'être ici à Vivatech aujourd'hui. Mon nom est Pierre Tripitelli, je suis l'un des partenaires board member de la société Perpetuel, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines basé à New York et à Paris. On a trois activités très distinctes. La première qui est la chasse de tête, surtout pour les talents dans la C-suite, exécutive et globaux. Donc ça c'est très important pour nous. On a un ADN qui est très US, Amérique du Nord, Europe. Donc on reviendra, je pense, là-dessus, Paul, un peu plus tard. On a une deuxième activité qui est très très claire d'accompagnement de ces talents et de la performance d'équipe de leadership, à la fois sur un coaching individuel de talents et d'exécutifs, mais aussi d'équipe. On travaille beaucoup sur la performance d'équipe de leadership. On reviendra peut-être sur ce sujet-là, notamment dans l'intégration dans les pays un peu nouveau pour les entreprises et les startups. On travaille avec des sociétés du CAC 40, Fortune 500, mais aussi on a un très beau portefeuille de startups qu'on accompagne, soit des US, d'Amérique du Nord vers l'Europe, mais surtout de l'Europe et de la France vers le territoire américain ou d'autres pays en Europe. Voilà ce que je peux dire en présentation très brève, Paul. Je te remercie Pierre, et effectivement tu viens de résumer un peu les deux grandes thématiques. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, aujourd'hui, le recrutement à l'international. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans notre écosystème dans une phase qui nous permet de penser grand, de penser à une scalabilité globale pour nos participations. Aujourd'hui, BPI France est un des plus gros portefeuilles large venture notamment. Et évidemment que ces problématiques aujourd'hui vont se rencontrer. Alors, deux grands thèmes aujourd'hui que nous allons aborder, c'est-à-dire comment faire et dans quelles conditions envoyons-nous nos talents à l'étranger, pour quelles raisons, comment ça se passe, et puis ensuite évidemment comment aller aussi trouver ces futurs talents à l'étranger pour nos startups françaises du coup directement. Alors du coup, pour une première grande thématique, comment envoyer nos talents? Alors déjà, tout bêtement, dans quel contexte cette situation-là peut arriver pour nos startups? Pourquoi devons-nous envoyer nos Français à la conquête des États-Unis ou de l'Europe? Oui, c'est un sujet qui est critique dans le développement d'une entreprise qui se veut globale et internationale. Le plus tôt, c'est le mieux en fait. Dès que vous pouvez mettre un flag quelque part sur un pays majeur pour votre clientèle, c'est important. Pour reprendre ce sujet-là, j'ai moi-même fait ce mouvement il y a une vingtaine d'années. Je suis franco-américain aujourd'hui, mais je l'ai vécu à titre personnel. Ma société de l'époque m'a envoyé à New York développer un business et une activité, et il y a une grosse phase d'apprentissage. Deux intérêts d'envoyer des profils de l'entreprise, de start-up sur un marché extérieur, États-Unis, Canada ou autre. En Europe, ça peut être l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, en fonction des besoins et des nécessités du business. Le premier intérêt, c'est qu'il y a de la promotion interne, déjà. Ça, c'est très notable. Je veux dire, si on donne accès à des potentiels dans l'entreprise, à des marchés, à des aventures enivrantes, intéressantes, qui changent la donne, c'est un intérêt pour l'entreprise de faire évoluer les gens et donc de les garder. Mais l'intérêt principal, c'est d'amener la culture et la connaissance de l'entreprise vers d'autres pays. Alors, on envoie deux types de personnes, généralement, d'une start-up vers un marché. On va prendre l'exemple des États-Unis, c'est celui que je connais le mieux. Et c'est celui, à mon avis, qui fait le plus rêver pas mal d'entreprises françaises. Soit on envoie un manager qui connaît encore une fois très bien la culture d'entreprise et le produit ou le service, mais qui va mettre du temps à s'intégrer. Surtout si c'est une fonction qui a vocation à développer un portefeuille client, à avoir une présence ou avoir une connaissance des clients locaux, ça prend du temps. Et je pense que l'un des travers, c'est une de tes questions, l'un des travers quand on envoie ce type de personnes à l'étranger, prenons l'exemple des États-Unis, c'est qu'on applique les mêmes recettes en France ou pays d'origine de la start-up, donc on parle de la France ici, aux États-Unis ou à l'étranger, ce qui est une énorme bêtise. Je ne dirais pas que c'est une connerie, je ne devrais pas dire ça,
Mais il y a une phase d'apprentissage qui est extrême, je dirais, à ne surtout pas sous-estimer, qui est d'une période de 1, 2 ou 3 ans en fonction de l'ouverture de la capacité de comprendre de ces managers. Alors, il y a plein d'autres solutions, hein. Il faut avoir une bonne prise de recul et il faut avoir la capacité de les accompagner. Donc ça, c'est l'une de nos activités, hein. Sans faire un peu de pub pour notre boîte, mais on accompagne des leaders, des managers sur des marchés qui sont culturellement différents. On a l'impression que les États-Unis ou l'Angleterre sont des marchés occidentaux très proches de notre philosophie, de notre culture d'entreprise. C'est pas le cas. Je veux dire, l'une des erreurs, la première des erreurs, c'est de se dire ça va être la même chose, on va faire la même chose. Non, c'est pas du tout le cas. Il faut avoir l'humilité de comprendre le marché, l'humilité de comprendre les individus et les people dans l'entreprise localement. Ça prend du temps. Vraiment prendre le pouls de ce pays-là pour faire une différence. Ensuite, haut type de manager, c'est l'un des fondateurs de l'entreprise. Qui est un atout majeur lorsque vous voulez mettre un flag dans un pays majeur. Et ça crée une vraie différence. Une vraie différence. Alors, est-ce que c'est juste une image pour le business? Est-ce que c'est de façade? Est-ce que c'est parfois imposé aussi, peut-être par des investisseurs qui souhaitent avoir justement quelqu'un sur place avec eux? Est-ce que c'est culturel? Je sais que pour les États-Unis, on nous dit souvent effectivement qu'il faut avoir son adresse domiciliée aux États-Unis, sinon on ne peut pas faire d'affaires. Il faut avoir le dirigeant, sinon on n'est pas sérieux. C'est lié à quoi? Ouais, c'est tout à fait ça en fait, hein. Il faut prouver aux Américains que vous êtes sérieux. Et pour le prouver, c'est investir, mettre du fric. Ça, c'est votre partie. Le blé. Voilà, et c'est beaucoup d'argent. Il faut aussi se dire que si on investit aux États-Unis, il ne faut pas y aller à moitié, il faut y aller full in. Mais c'est surtout, voilà, si l'un des fondateurs est là-bas, avec une adresse, avec sa vie, sa famille, ses enfants, ça prouve le sérieux de l'investissement de l'entreprise sur le marché américain. Et ça fait toute la différence. Alors, un fondateur a besoin aussi d'être proche de ses équipes d'origine, hein, donc c'est pas évident à faire. Souvent, il y a 2 ou 3 fondateurs, donc il y a une répartition. Il y en a un qui est choisi pour partir, hein. Moi, j'ai quelques exemples concrets d'entreprises, je pense, dans lesquelles vous avez fait des financements, mais des fondateurs dans la tech, dans les télécoms d'une soon-to-be licorne, a pris la décision il y a 4-5 ans de s'implanter et de faire venir sa famille là-bas et a créé une vraie différence. Que ce soit dans la tech comme par ailleurs, hein. J'ai un autre exemple d'une société avec laquelle j'ai bossé dans la beauté il y a une petite dizaine d'années. Les fondateurs ont fait toutes les régions majeures de leur business, en commençant par les États-Unis, puis Singapour, puis un retour en Europe. Et ça crée une vraie différence. D'accord. Ils sont allés vivre à chaque fois? Ils ont déménagé, ils ont consacré 3-4 ans de leur vie avec leurs enfants, écoles locales, etc., pour être imprégnés à la culture, comprendre les équipes, construire les équipes et faire une différence. Un sacré road trip. Et est-ce que tu penses que ça va avoir potentiellement tendance peut-être à changer aujourd'hui avec le monde justement digitalisé où les rendez-vous physiques sont quelque part un souvenir du passé aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, ça va continuer d'être nécessaire justement plus parce que nous avons besoin de voir les gens et que le contact humain, dans tous les cas, ne sera jamais remplacé pour ces gens-là? Ouais, on revient sur une discussion de est-ce qu'on veut continuer à se rencontrer sur Zoom, Teams et compagnie, ou est-ce qu'on... Non, je pense qu'on va revenir sur une norme un peu plus... Alors, il y a des échanges facilités grâce à ces outils, mais le fait de venir vivre dans un pays, physiquement, développer et comprendre la culture locale, business, je pense que ça va se multiplier parce que les échanges sont de plus en plus faciles, l'intégration est de plus en plus facile, et les gens ont envie de faire ça, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr. Et est-ce que, effectivement, est-ce que c'est vraiment... là, on sait qu'on parle beaucoup des États-Unis parce que souvent, effectivement, c'est un vrai choix de vie. Hein, c'est pas de partir à Madrid ou à Berlin. Est-ce que c'est typique, justement, ça, des anglo-saxons, cette mentalité d'avoir les fondateurs près d'eux, des dirigeants près d'eux? Ou est-ce que tu l'as vu aussi dans d'autres pays? Est-ce que tu vois un peu des différences de mentalité entre nos voisins européens et les Américains anglo-saxons? Ou pas trop? Ouais, c'est une bonne question en fait. Je vois beaucoup de Français en fait à New York ou à San Francisco ou à Los Angeles. Il y a une communauté française très importante
si on la compare à une autre communauté européenne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'anglais, enfin, si on peut parler d'européens en anglais, qu'il n'y a pas d'allemand, qu'il n'y a pas d'italien, qu'il n'y a pas d'espagnol. Mais la France a un lien avec ce pays. Les Français ont un lien avec ce pays et vice-versa. C'est assez étonnant en fait. Et quand on parle à tout entrepreneur français, il y a toujours cette idée, il faut que je réussisse là-bas. Le rêve américain. Et c'est marrant, hein, mais on est en 2021 aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il y a toujours cette notion de rêve américain. Moi j'ai vécu quasiment 16 ans là-bas, je suis entre Paris et New York maintenant. J'étais toujours étonné d'entendre, en revenant en France, à Paris, échanger avec des entrepreneurs français, de leur envie de percer sur le marché américain, les yeux grands ouverts, c'est à la fois le Far West, en même temps New York, mais il faut réussir là-bas. Ça marche. Et alors effectivement on parlait des pièges à éviter, et alors évidemment qu'il y a toute la partie culturelle, accompagnement, un coaching qui est vraiment différencié pour le coup, adapté à cette nouvelle culture de l'autre côté. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi, d'autres écueils auxquels il faut penser quand on envoie nos talents à l'étranger ? Oui, alors bien évidemment, il faut accompagner le leader. Hein. Si vous pouvez le faire, on a toujours tendance à dire « t'es super bon, tu vas t'en sortir, tu connais super bien la boîte, ça va super bien se passer ». Oui et non, en fait. Hein. Il y a des gens... L'agilité culturelle se développe, mais ça prend aussi. Et l'apprentissage est important si vous n'avez jamais eu d'expérience à l'étranger. Si vous prenez un leader qui a passé toute sa jeunesse via sa famille à voyager, à vivre à l'étranger, vous n'aurez aucun problème, quel que soit le pays, parce que mentalement, cette agilité a été développée. Donc ça se passera bien. Quelqu'un qui a fait ses études, sa vie, son enfance en France, avec des aspirations bien évidemment de vivre à l'étranger, partant à l'étranger, je pense qu'il est opportun de faire un suivi, de l'accompagner, de l'aider tout simplement. Alors il faut être ouvert bien évidemment à ce genre de choses, parce que généralement quand on part vers ces pays-là, c'est qu'on est super successful, donc on a un peu la grosse tête, à juste titre. Bien sûr. Mais avoir la grosse tête là-bas versus un début d'activité en France ou dans un autre pays européen, c'est pas du tout pareil. Les gens vous attendent pas, des talents il y en a partout là-bas. Donc pour faire les différences, et peut-être l'une des questions aussi, comment on fait la différence. Bien sûr. Pour faire la différence, c'est de comprendre. C'est de comprendre les gens là-bas. D'accord, ça marche. Est-ce que tu as un peu aussi un retour, toi qui a cette double casquette, ce double passeport, je ne vais pas demander tes papiers, mais de savoir un peu comment ils sont perçus justement ces talents français justement à l'étranger. On a un peu une image forcément cliché du français entrepreneur, peut-être un peu très arrogant, comme tu dis, très confiant, sûr de lui. Globalement, est-ce qu'on est plutôt apprécié, plutôt pas est-ce qu'on nous regarde un peu en chien de faïence? Comment ça se passe? Ouais, c'est une très très bonne question, Paul. Je dirais que, les entreprises de la tech française, et ça aussi, ça a été un peu une surprise, tous les entrepreneurs tech français qui nous disent on a besoin d'un ou d'une CEO aux États-Unis, mais on n'est pas suffisamment attractif. Ben, en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a une vision, les Américains sont très pragmatiques. S'il y a un beau projet, un bon storytelling, les gens seront intéressés. Et je mets en quatrième, parce que c'est toujours important, même si ce n'est pas le bon package financier. Dans le package financier, on a beaucoup d'equity. Ensuite, la perception du leader dépendra de son ouverture. Bien évidemment, notre culture à nous est assez sèche, dry, comme on dit. Je coach, moi, régulièrement des leaders français sur le territoire américain pour les adapter aux besoins et surtout un retour des ressources humaines ou des leaders locaux en me disant mais c'est cut and dry, c'est black and white, il n'y a pas vraiment de grey, c'est un leadership assez harsh, difficile, direct, et parfois ça passe pas. L'américain, si on parle des États-Unis en priorité, il faut toujours arrondir les angles, le caresser dans le sens du poil, être très 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 positif. Ça c'est pas un cliché, hein, c'est le cas. Il faut toujours être dans le positif. Ok. Pas forcément ultra direct comme on pourrait l'imaginer. Justement, il faut quand même mettre des formes, être très diplomate en fait. Exactement. Le discours, je suis très transparent, in your face, je te dis ce que je pense tout de suite. Et si j'ai une note à te donner de 1 à 10 et tu es très bon et je te mets 7, l'Américain ne comprendra pas. Ok, voilà. Très clair, hyper intéressant. Donc il y a beaucoup de coaching derrière à faire là-dessus, mais c'est des thèmes super intéressants à aborder. Bien sûr. Alors j'avais d'autres questions, une en particulier, c'est que c'est évidemment un cas
hors norme pour une start-up, et je pense notamment évidemment pour tout ce qui est salaire par exemple. On sait qu'aujourd'hui un salaire médian à San Francisco va être de 125 000 $ quand il est de 40 000 aujourd'hui à Paris. Prenons l'exemple, mais est-ce que ça ne crée pas, est-ce qu'il n'y a pas de risque effectivement après dans la société de créer des situations un peu confuses, d'avoir un des dirigeants qui d'un coup fait x3, x4 sur son salaire? Oui, la réponse est oui. Ça crée des tensions, mais je dirais que c'est plus délicat dans des grands groupes établis que sur des startups qui se montent, qui sont supposés avoir plus d'agilité et donc de comprendre mieux que les marchés sont différents, les salaires sont différents. Et dans le salaire, on n'y met pas nécessairement que du fixe. Hein. Bien sûr. Donc on va revenir là-dessus, mais oui, ça peut créer des tensions. Mais ça fait partie aussi de la compréhension des marchés. Si vous allez aux États-Unis et que vous n'avez pas compris que les salaires vont être multipliés par 2 pour attirer les bons talents, et surtout aujourd'hui où le marché est complètement fou, on travaille dans la crypto avec un très gros player français aujourd'hui. Un très gros qui a une grosse actualité. Exactement. C'est une super boîte. Je leur fais pas de pub parce que je bosse avec eux, mais ils ont une super équipe. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font, pardon. Ils s'alignent. Ils sont obligés. Et même en s'alignant, et même en étant, je dirais, très prometteur financièrement sur une sortie equity, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de besoins. Et je ne parle même pas des développeurs. Là, je parle de ressources plutôt commerciales et leadership, qu'il faut faire le plus. Donc, avoir son leader ou un des fondateurs localement, ça peut être génial aussi. Et c'est effectivement une très bonne transition. On va pouvoir passer effectivement sur le sujet de comment recruter ces talents à l'étranger. Tu disais effectivement, c'est une guerre de chéquier, clairement. On a eu aussi le cas... d'une de nos scales qui notamment a une grosse partie de son équipe technique en Inde et qui a eu les plus grosses difficultés du monde à aller recruter son CTO parce que en face on avait des propositions qui faisaient x2, x3 avec des bonus parfois atteignant $1 million à la signature. Et c'est vrai que c'est des armes qu'on n'a pas forcément, c'est des habitudes en plus qu'on n'a pas forcément de politique salariale qui sont vraiment novatrices. Est-ce que aujourd'hui on ne peut pas recruter à l'étranger sans moyens financiers conséquents? La réponse c'est oui, on peut. Okay. Très honnêtement. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être complètement déconnecté du marché. Il faut être conscient, quand on investit dans ces pays-là, que c'est beaucoup d'investissement et il faut des partenaires solides comme vous, hein, ça c'est clair. Par contre, si vous prenez au niveau mondial, et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en France, l'intérêt premier d'un futur employé à rejoindre une boîte, c'est pas le salaire. Et je dirais même le salaire arrive à la 4e ou 5e place. Okay. Quel serait le top 3? Le top 3, je peux vous le donner. Le premier, c'est le balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Gros sujet aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que quand j'entends des employés aujourd'hui me dire, ben non, à New York, hein, non, moi je vais recruter dans mes locaux, c'est telle adresse à New York, Midtown, et je veux que tout le monde soit au bureau tous les jours. Ça c'est très franco-français comme réflexion. C'est très franco-français encore. Alors les entreprises ont fortement évolué, je prends un cas extrême ici, ouais. Mais c'est toujours un peu surprenant que ça existe. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le premier critère c'est l'équilibre, et dans cet équilibre c'est pas uniquement les horaires ou le remote, hein, c'est plein de choses. L'environnement de travail. L'environnement de travail, l'ouverture, la relation. Alors, le deuxième critère c'est la relation interne avec ses peers, les employés et le management. Bien sûr, la culture et le management. La culture, le purpose, comment on se sent bien dans l'entreprise. Okay. Troisième critère qui est plutôt un critère qui se rapproche du financier, hein, c'est comment je peux rapidement participer à l'effort de l'entreprise, à faire partie de l'entreprise. Okay. Donc c'est l'equity. Bien sûr. Je suis capable de prendre des décisions pour l'entreprise rapidement. J'ai 23 ans, je sors d'école, mais c'est moi qui vais prendre les décisions pour la boîte. Mais c'est vrai partout, mais c'est surtout vrai là-bas. D'accord, voilà. Ok. Tu sens qu'il y a un leadership plus fort de la part de la jeune génération, justement? C'est très très lean. Ouais. Les sociétés se construisent aujourd'hui sur des organisations qui sont très peu hiérarchiques, où tout le monde doit pouvoir partager son opinion et que son opinion soit prise en compte. Ça marche. Voilà. Plus lean globalement que dans les organisations françaises que tu vois aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il y a plus de hiérarchie. Je peux prendre plein d'exemples d'entreprises où il n'y a pas de hiérarchie du tout, il n'y a pas de management. Okay.
C'est Et c'est une tendance. Alors, c'est pas systématique, mais c'est une tendance qui est liée au bien-être et à l'équilibre dans la boîte. Donc c'est une super réponse en fait apportée au sujet. On en parlait justement ce matin avec Aude et Julie sur comment dire, la cohabitation générationnelle. C'est la première fois de notre époque où on a 4 générations qui travaillent dans une même société potentiellement. Et c'est vrai que globalement, le retour de beaucoup de profils, on va dire seniors, va être de dire je ne veux pas de responsabilité managériale si je viens chez vous, je ne veux pas m'imposer, voilà, je ne veux pas faire peur entre guillemets à ces jeunes qui ont l'ambition, qui veulent prendre eux ces responsabilités et qui justement choisissent la start-up pour aller plus vite, ce que les Américains du coup effectivement ont parfaitement compris. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pas simple à faire hein, quand vous avez eu l'habitude de travailler dans une hiérarchie avec un impact sur des équipes. Ça demande de l'agilité. Hein. Je pense que c'est le maître mot aujourd'hui, à la fois pour notre secteur de la tech, la volonté de travailler ou de s'implanter à l'étranger. Les leaders, l'une des qualités premières, c'est l'agilité. Dans son culturel, de travail, flexibilité. Donc il faut pouvoir, quelqu'un qui a la quarantaine, qui voit des jeunes hyper talentueux qui ont la vingtaine, de se dire non, je vais pas prendre trop de place, je vais les accompagner et je vais aussi apprendre. C'est génial, mais c'est rare. Bien sûr, évidemment. Alors j'ai une question aussi, quand on doit effectivement commencer à recruter ces talents, mettons qu'on a notre fondateur qui est parti à New York, pour ne citer que ça. Nous allons évidemment ouvrir d'autres marchés, Boston, Massachusetts, Texas, peu importe. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut systématiquement donner une présence physique, des locaux, un cadre, ou est-ce qu'il est possible de recruter ces talents totalement à distance ? Pareil, c'est culturel. Alors, si on prend l'exemple des États-Unis, on a très focalisé US aujourd'hui, mais non, plus vraiment besoin de locaux. Okay. Il y a des locaux de toute façon très mobiles, les WeWork, etc. Moi, je suis pas super fan de coworking, mais non, vous n'avez plus besoin de ça, surtout pour des fonctions de développement commercial. Si on parle de tech, SaaS, etc. Non, vous n'avez pas besoin de locaux. Par contre, il y a besoin d'un hub quelque part. D'accord, un point de chute quand même. Un point de chute où les gens vont se retrouver. Aux États-Unis, généralement, vous avez besoin d'un point de chute ou de deux, East Coast, West Coast. Okay. Sachant que le Texas se développe quand même terriblement en tech, mais il faut une présence où les gens vont se retrouver. Parce qu'on revient quand même, on a passé 1 an et demi à échanger, à recruter en ligne. Les gens ont besoin de se revoir. Combien de fois les gens comme ça se revoient ? Parce que je sais qu'en France, le côté remote, c'est vraiment de dire on se revoit au moins une fois par mois. Voilà, c'est ce qu'on a souvent entendu. Ouais, c'est une bonne fréquence, je pense. Après, ça dépend du fonctionnement de chaque entreprise, mais c'est des points quotidiens ou hebdomadaires avec ces équipes en ligne. Il faut qu'il y ait une présence physique. Et je pense qu'une fois par mois, c'est un bon rythme. Ouais. Ça marche. Et comment, du coup, on arrive à intégrer justement ces talents étrangers ? Alors évidemment, on peut passer aussi aux Allemands, parce que culturellement, on sait que c'est pas forcément le plus évident quand ça sort de nos voisins latins. C'est vrai que le choc des cultures est pas forcément simple. Comment on fait justement pour adapter ces étrangers à notre culture ? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur laisse entre guillemets apporter leur touche à eux justement culturelle pour essayer de créer une sorte de mélange, ou est-ce que vraiment on leur impose tel quel, ça passe ou ça casse ? Non, on revient sur la notion d'agilité. Si vous créez un groupe, une société globale, il faut vous imprégner de la culture indienne, de la culture allemande et des acquis qu'ils ont et qu'ils doivent apporter. Alors c'est difficile à faire encore. De même, je pense qu'il y a un onboarding, une intégration qui est réelle, qui est indispensable. Si vous recrutez un patron de zone en Allemagne qui est allemand pour développer l'Allemagne et, on va dire, les pays nordiques, il faut que cette personne passe du temps au siège. C'est pas tant la culture française, c'est la culture du siège. Bien sûr. Si je reprends le même exemple de cette société tech, Télécom, ils ont 2 sièges, 2 hubs, un à New York et un à Paris. À Paris, vous ouvrez la porte, vous entendez parler 5 langues. Okay. Donc ils recrutent localement. En France, des profils européens dans tous les sens, espagnol, allemand, anglais, italien, autrichien. C'est génial, mais c'est une vraie culture globale. Je comprends. C'est une culture vraiment interne qui s'est créée et qui effectivement n'a plus rien à voir en fait avec les pays en eux-mêmes en fait. C'est vraiment. Non, il n'y a plus de pays, c'est un hub. Et on veut que ce hub soit à Paris. Nous, on a créé notre hub européen à Paris pour plein de raisons, mais on est super contents.
Déjà, il y a un dynamisme de la tech qui est génial, enfin, que je trouve génial en venant des États-Unis, je trouve que c'est top. Et puis, c'est quand même un centre et un hub très facile pour tous les autres pays européens. Bien sûr, alors justement, tu me donnes une super transition pour justement te poser la question. Comment on est vu par les Américains? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un talent étranger, qu'est-ce qu'on lui dit qui sont quand même très patriotes, pour venir rejoindre une start-up française? C'est quoi les arguments qu'on peut avoir? Ouais, alors c'est une question qu'on me pose systématiquement quand on lance une chasse d'un leader pour une boîte tech française aux États-Unis, c'est mais comment on va les attirer? Les Américains sont très pragmatiques. Hein. L'histoire, le storytelling, le potentiel, ils vont rentrer dans le détail. Donc le contenu de la boîte est important. Ensuite, je reviens sur, on est sérieux au sujet de ce pays. On parle des États-Unis, mais on va en Inde, on est sérieux au sujet de ce pays. Et ça veut dire quoi être sérieux? Leader là-bas, investissement financier et compréhension du pays. Okay. Donc je dirais qu'il ne faut pas avoir peur ou se sous-estimer. La France et les sociétés tech françaises attirent des talents, peuvent attirer des talents si tant est qu'ils s'adaptent au marché. Ça marche. Alors, financier, mais aussi qui montrent qu'ils s'implantent pour de vrai et qu'ils s'investissent. Ça marche. Bon, de la diplomatie et de l'ambition. Tout à fait. Tout à fait. Merci Pierre. Pierre. Très bien résumé, mais de rien. Merci beaucoup et bonne journée à tous sur le salon. Merci Paul.